BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de banque. BNP Paribas a ouvert le bal des résultats pour le premier trimestre. On en parle avec Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment en charge du pôle CPBS, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. La banque commerciale. Les banques commerciales et les services spécialisés. Voilà, absolument, on y reviendra, parce que c'est pas là où en tous les cas les résultats se sont faits. Vous nous direz un peu qu'est-ce qui se passe. Il faut dire que vous êtes dans un environnement extrêmement mouvant. On le subit tous. J'ai envie de dire, pour les marchés, il leur en faut beaucoup. Vous avez été un petit peu sanctionné quand même en bourse. Et pourtant, vous avez une progression de 3,8% de votre PNB, produit net bancaire, qui est le chiffre d'affaires, en fait, pour les banques, à près de 13 milliards. Des revenus de la banque d'investissement en hausse de 12,5%. Comment vous expliquez, en fait, que les marchés ont moyennement accueilli cette version du premier trimestre BNP Paribas? Alors les marchés en sont généralement coutumiers. Quand vous faites le consensus de marché, généralement les marchés attendent que vous fassiez mieux que le consensus. Mais là on fait le consensus. Vous faites le consensus avec peut-être des coûts. Voilà, c'est ça. Il y a quand même, ils ont regardé un peu les, j'ose pas dire les points noirs, mais les points gris, on va dire. Toujours comme ça. Donc on a une certaine habitude. Donc après, il faut expliquer ce qu'on a commencé à faire. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, sur ce qui est le plus important sur ces résultats du premier trimestre, c'est qu'ils sont totalement dans la trajectoire du plan que nous avons pour cette année et pour l'année prochaine. Je rappelle qu'en moyenne, c'est de l'ordre de 5% d'évolution des revenus en croissance annuelle moyenne 2025-2026 et 7% d'évolution du résultat net part du groupe. Donc nous confirmons ces objectifs dans un environnement, vous l'avez dit, qui est quand même un peu plus incertain depuis quelques semaines. Bon, donc vous êtes rassurés, il n'y a pas d'inquiétude ce soir. Exactement. Bon. Alors si on regarde un peu, on ne va pas tout détailler, on ne va pas rentrer dans tous les chiffres parce qu'on va s'y perdre, mais il y a quand même quelque chose de très frappant, c'est que c'est un résultat record pour la division banque de financement et d'investissement. Avec un premier trimestre, je disais record, un produit net bancaire en hausse de 12,5%, donc là vous êtes au-delà des attentes du consensus, et un résultat avant impôt qui lui aussi est en très forte hausse. En fait, il y en a à qui ça fait plaisir, Trump et ses allers-retours, parce que ça provoque une volatilité des marchés comme on a rarement vu. Mais en fait, ça profite aux banques et ça profite à BNP Paribas. Pas sur le premier trimestre, Edwige, parce quand que même. Les annonces de tarifs, elles arrivent début avril. Non, oui, mais la volatilité, on voit sur les taux, on voit quand même qu'il y a un effet Trump. Qu'est-ce qui est en cause sur le premier trimestre de notre banque d'investissement? C'est un travail de très longue haleine mené par les équipes de conquête de parts de marché, puisque quelque part, la part de marché, pour la première fois, ce trimestre, la banque est sur le podium des banques d'investissement en Europe. Elle vient historiquement de la 10e place et nous sommes 3e. Devant, il reste encore 2 banques américaines. Donc c'est ça, c'est un travail de fond. Et ce qui est illustré dans ce premier trimestre, c'est vraiment des gains de parts de marché. De plus en plus de nos clients nous confient leurs opérations, nous confient leur couverture de risque. C'est beaucoup plus structurel. D'accord, mais la couverture de risque, justement, quand on regarde un peu dans le détail, on ne va pas assommer nos auditeurs et téléspectateurs avec des chiffres, mais quand même, justement, la couverture de risque, notamment des entreprises, ça vous a servi. Parce que les entreprises, dans cet environnement totalement incertain, enfin c'est plus qu'incertain, du coup, elles se tournent vers leurs banquiers. Bien sûr. Donc il y a des sujets de couverture de risque sur les matières premières, sur les taux, sur les changes. On a vu aussi qu'il y a eu des amplifications sur les changes, puisque le dollar a très fortement baissé. Les autres devises se sont appréciées. Donc c'est vrai que dans ces environnements, c'est très bon pour des grandes banques de marché comme l'est devenue BNP Paribas. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe justement, vous, dans cet environnement? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a cette incertitude à des niveaux de la politique économique, à des niveaux qu'on n'a quasiment jamais connus. Et en même temps, il y a aussi des convictions. Et vous verrez que dans les convictions, il y a quand même un élément très positif pour l'Europe. Ça, il faut le rappeler. C'est que les tarifs douaniers, même s'ils vont baisser, même s'il y a des discussions, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Ils vont baisser. Mais ils seront plus importants qu'au 1er janvier. Donc ça, c'est une donne de fond. Les tarifs douaniers américains seront plus importants demain qu'ils ne l'étaient en début d'année. Le deuxième élément, c'est que ça va quand même taper les croissances économiques aux États-Unis, tant à court terme qu'à moyen terme. Troisième élément, parce que ça, c'était une interrogation, on pense que sur l'économie mondiale, ça aura plutôt des conséquences désinflationnistes. On le voit d'ailleurs en Europe sur le prix de l'énergie. On voit que le prix du baril
a très très fortement baissé et on commence à en voir les conséquences positives pour les Européens à la pompe. Le quatrième élément, c'est vraiment que l'Europe devrait en profiter. Pourquoi l'Europe va en profiter ? Parce que l'Europe, elle a un cadre très stable, même si elle est parfois un peu lente. On peut la critiquer parce qu'elle est un peu bureaucratique et un peu lente, mais elle a un cadre de mise en œuvre de ces politiques très stable. Et ça va attirer beaucoup de capitaux en Europe. Et puis le deuxième élément, c'est que l'Europe a décidé de réinvestir dans des domaines, des infrastructures. Le plan allemand, c'est quand même 1,5 trilliard, 1 500 milliards d'investissements décidés par l'Allemagne, auxquels se rajoutent 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, la défense, et enfin, beaucoup de plans aussi d'investissement des différents pays européens. Donc dans les 10 ans qui viennent, c'est 3 trilliards d'investissements qui vont se déverser en Europe, et avec aussi une capacité qu'ont les Européens, en termes de politique monétaire et en politique budgétaire, ils ont des marges de manœuvre pour stimuler leur demande intérieure. Oui, alors il y a un autre point, on va y revenir un peu plus en détail. Il y a aussi comment est-ce que vous voyez la réallocation des actifs et notamment de l'épargne des Français ? Parce que j'imagine que dans tout ça, il y a quand même, on le voit même avec les chiffres du livret A, pour une fois, il y a une baisse. Il faut dire qu'avec un taux aussi bas, ça attire moins les Français. Mais est-ce que vous observez déjà une réallocation de l'épargne des Français qui a des niveaux justement jamais atteints ? Oui, parce que le taux d'épargne est au-dessus de 17% en France. Presque 18%. Et quand on regarde en Europe, c'est même l'épargne longue des Européens. C'est un grand actif dont nous disposons en Europe. Et d'ailleurs, ce qui va générer pour nous des plans de développement. Mais pour revenir à votre question, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un intérêt de beaucoup de nos clients, y compris particuliers, sur des investissements, sur des actifs européens. Par exemple, on a lancé des premiers produits structurés sur l'industrie de la défense ou valorisant la souveraineté européenne. Eh bien, c'est des produits qui partent très bien, qui séduisent beaucoup nos clients particuliers dans la banque privée, par exemple. Oui. Donc, mais pour l'instant, vous ne voyez pas de... Il y a un attentisme, c'est sur les produits de taux, c'est sur... Non, est-ce je crois qu'il y a 300 milliards d'épargne européenne qui part aux États-Unis. Est-ce que vous voyez déjà un rapatriement de cette épargne On voit des vers clients l'Europe qui nous demandent de réallouer leurs actifs plus en faveur de l'Europe. Ça, oui, nous le voyons. Ouais. Les clients nous le disent. Vous savez que le sujet de l'épargne, c'est beaucoup quelle allocation d'actifs entre le rendement et le risque que l'on prend. On voit beaucoup de nos clients qui nous demandent de réallouer sur l'Europe. Et ce que l'on voit aussi, c'est moins d'attractivité pour l'épargne réglementée, même si la collecte nette reste positive. Mais elle l'est beaucoup moins qu'en 2023 et en 2024. Et on voit, et on l'a vu dans nos chiffres, une croissance très forte de la collecte nette en assurance vie. Notre réseau en France, sur ce trimestre, il a collecté net 1,3 milliard d'assurance vie, à des niveaux jamais connus sur un premier trimestre d'une année. Oui, donc il se passe quelque chose. Bien sûr, il se passe quelque chose. Bien sûr. Et juste là-dessus, vous savez, cette espèce de serpent de mer de l'Union des marchés des capitaux, j'en rigole alors que c'est essentiel, mais on voit bien que depuis tellement longtemps, on en parle depuis tellement longtemps, on se demande si un jour on va avoir ça de notre vivant, quoi. Il y a quand même un texte, Edwige, qui est sorti, ça s'appelle maintenant l'Union de l'investissement et de l'épargne, l'épargne et de l'investissement, on a changé le nom. Ça a été modernisé parce que les capitaux, ça fait peur. Donc, l'épargne et l'investissement, c'est mieux. Il y a un premier texte qui est parti. Il y a des premières évolutions. Ça va être lent. L'Europe est lente. Mais c'est déjà lent. On en parle depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Depuis que vous êtes banquier. Mais là, il y a un texte. Donc, il y a un texte, les choses vont se mettre en œuvre. Et vous avez vu tous les rapports qui sont sortis, rapport Draghi, rapport l'État, ils vont tous dans le même sens. Donc, cela va se faire lentement, à la vitesse européenne, mais cela va se faire. Et donc, ça, c'est bon pour soutenir la croissance dans le moyen terme, dans l'horizon 2028-2030. Donc, très bon résultat, banque d'investissement. On l'a dit, résultat record. Est-ce que ça sera des résultats records sur l'ensemble de l'année 2025 ? En tout cas, d'après le plan qu'on a annoncé, ça le devrait, puisqu'on se projette sur une évolution moyenne de 7% du résultat net part du groupe. Donc, on est bien dans cette trajectoire-là. Donc, nous avons annoncé lors de cette publication de résultats que nous tiendrions ces objectifs. Alexis Kohler, vous le connaissez, ex-secrétaire général d'Emmanuel Macron, enfin bref, son bras droit, son alter ego presque, sauf qu'il n'a pas été élu. Ça y est, il a été nommé, lui, à la tête de la Banque d'investissement, mais de la Société Générale. C'est un sérieux concurrent ? Écoutez, je ne connais pas Alexis Kohler personnellement, mais ça veut dire que la banque reste un métier attractif pour des grands serviteurs de l'État. Oui, mais un concurrent sérieux ?
Parce que lui, Écoutez, il a le numéro de téléphone, il connaît tout le monde, puisqu'il a fait la France pendant 10 ans, il connaît tout le monde. Oui, mais vous savez, la banque, c'est pas simplement un réseau. Hein. La banque, c'est un métier de beaucoup d'équipes, c'est un métier très industriel, de plus en plus technologique. Des équipes qu'il faut animer et qui doivent être performantes et qui doivent monter en compétences. Donc, ce n'est pas l'histoire ou l'affaire d'une personne, c'est vraiment l'histoire d'un collectif. Ah, c'est le conseil que vous lui donneriez? Moi, j'ai de conseils à donner à personne. Hein. Si on regarde la banque de détail que vous couvrez, c'est un peu plus mitigé parce qu'il y a des côtés positifs. La banque de détail elle-même, qui est en pleine réorganisation, mais qui porte ses fruits. Et en même temps, les métiers spécialisés comme Arval, qui sont location de flotte de véhicules, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Alors, si on commence d'abord sur la banque de détail, le plan de réorganisation, il porte ses fruits. Vous avez supprimé combien d'agences déjà en 2024 ? Et là, il y en a combien de prévus? Bon, si vous voulez, sur ça permet d'avoir pour donner une vision un peu globale. Sur ce trimestre, les banques commerciales voient leurs revenus progresser de plus de 4%. Donc, c'est une très, très belle performance. 4,6% de revenus. Et sur le pôle CPBS, la croissance du résultat, le résultat net avant impôt, progresse de plus de 3%. Donc, on est reparti sur des moteurs de croissance. À l'intérieur de cet ensemble, la banque commerciale en France, puisque c'est votre question, elle a progressé de plus de 2,6% en termes de revenus, avec là aussi une progression de son résultat de très bon niveau. Derrière, nous avons engagé un plan de transformation qui est en cours de discussion avec les représentants du personnel. On ne donne pas d'objectif de fermeture d'agence. On en fermait historiquement une 50aine par an en moyenne. Mais là, il y a une accélération quand même. Il y aura peut-être en 26 et 27 un peu plus que 50, dans une fourchette qui peut s'enrouler autour de 70-80, nous verrons. C'est un peu le client qui décide en fonction de son envie de fréquenter l'agence ou pas. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de créer un modèle différent, plus proche des clients et plus efficace. Parce que nos clients ne sont pas, et c'est vrai de toutes les banques, ne sont pas totalement satisfaits du modèle d'agence. Ils demandent autre chose. Et vous voyez les nouveaux acteurs. Il y a des nouveaux acteurs très, très performants aujourd'hui, desquels nous pouvons aussi nous inspirer pour transformer nos modèles de relations avec nos clients particuliers. Oui, et en même temps, on voit bien, évidemment, l'accélération de la fermeture d'agence, elle se fait au rythme de l'avancée de la technologie, de l'intelligence artificielle. Et puis c'est le client qui décide. Voilà, de nos habitudes. Oui, mais en même temps, on sent quand même, on le voit bien, il y a un besoin quand même de rencontrer des gens. Bien sûr, mais on peut les rencontrer par une visio, on peut les rencontrer par des échanges téléphoniques. La technologie, vous voyez, avoir son banquier dans son salon, c'est même plus agréable qu'aller se déplacer pour aller le voir dans une agence qui aujourd'hui, qui ne sont beaucoup moins fréquentées qu'elles pour vous, ne l'étaient. Le modèle traditionnel de l'agence commerciale n'est plus d'actualité, de moins en moins d'actualité. Il est adapté à certaines franges de clients, mais qui sont de moins en moins nombreuses par rapport à des clients. C'est-à-dire les seniors les plus vieux, ceux qui ont besoin, qui sont habitués à ce modèle, les plus jeunes, demandent autre chose. Et il faut aussi s'adapter à ces besoins, à ces nouvelles demandes de nos clients. Oui, donc on voit, c'est quand même la tendance, c'est quand même la suppression... C'est ce qui est arrivé dans tous les pays en Europe. La France est un peu le dernier des Mohicans en termes de nombre d'agences, et elles sont de moins en moins fréquentées. Donc nous, il faut qu'on soit parmi les premiers à faire bouger les choses, et à le faire toujours en améliorant la compétence de nos conseillers. Parce que ça n'enlève pas le conseiller, c'est ça qui est très important. Ça le fait intervenir de façon différente et avec peut-être plus de fréquence qu'il ne le faisait dans un modèle traditionnel en agence. Et encore une fois, on ne va pas fermer toutes les agences, mais encore une fois, on veut des agences plus importantes, des agences plus petites. Elles sont aujourd'hui plus fragiles parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi. Il y a plus de turnover qu'il n'y en avait avant. Donc il faut s'adapter à ça, surtout dans les villes. Oui. Quand on voit le succès d'un Boursorama qui devient absolument énorme. Donc filiale de la Société Générale, on se demande si un jour justement Boursorama va pas devenir, en termes de clients sur la France, plus important que sa maison mère. Vous avez Hello Bank. D'abord, est-ce qu'un jour vous voyez ça? Est-ce que vous voyez arriver ce moment-là où la banque Hello Bank deviendra plus important que la BNP Paribas, le réseau BNP Paribas en France? En tout cas, on a une chance dans notre modèle de banque digitale Hello Bank, c'est d'être sur le même système d'information que la banque traditionnelle. Donc ça nous permet de faire jouer des complémentarités de façon peut-être plus facile et différente d'un acteur qui, lui, a créé un système d'information très différent. Mais ça, donc dans le jeu de la transformation, cette complémentarité des deux marques va jouer.
Et vous allez jouer sur cette complémentarité. Bien sûr, en fonction du besoin du client. Moi, si je suis cliente à BNP Paribas, je ne suis pas forcément cliente d'Eléo Bank. Exactement. Et donc là, vous allez, enfin, si j'entends ce que vous me dites, ça veut dire qu'on pourra, enfin bientôt, dans un avenir proche, si vous êtes, enfin, Hello Bank et BNP Paribas vont pouvoir fusionner vis-à-vis des clients, j'entends. Il y a des clients, un client qui est très autonome, qui n'a pas obligatoirement besoin de conseils, qui veut, en toute autonomie, acheter ses services comme il le souhaite, il ira plutôt vers Hello Bank que sur la banque traditionnelle BNP Paribas. Celui, en revanche, qui a besoin d'un conseil, sur des clients. Mais est-ce qu'on pourra avoir à un moment être client des deux? Oui, bien sûr. Mais avoir le même compte, avoir le même. Ce ne sera pas le même compte. D'accord. Un RIB, un IBAN de nature différente. Mais encore une fois, on va jouer de la complémentarité des modèles en fonction du besoin d'un client à un moment de sa vie. Ouais. Parce qu'en fonction de son âge, de ses besoins, les besoins peuvent changer. Ouais. Compte nickel, il y a combien vous êtes à combien aujourd'hui? 4,5 millions. Ouais. Dans 5 pays. Donc le modèle continue. A toujours ce bon succès dans tous les pays où il se trouve. Ouais. C'est quelque chose... Rentable, hein. Rentable. Oui, rentable. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. On fait juste un point rapide quand même, mais c'est important sur justement les métiers spécialisés. Tiens, est-ce que, parce que la baisse des taux, on en parlait rapidement, évidemment, ça a servi beaucoup au CIB, enfin, votre filiale d'investissement. Est-ce que ça vous sert, vous? Est-ce que les crédits immobiliers sont repartis? Les crédits immobiliers, ils dépendent plus des taux longs que des taux courts. Ce qui baisse, c'est les taux courts. Les taux longs, ils sont mais parce que les taux longs sont aussi baissés. Donc c'est oui, mais ils sont quand même plutôt, ils s'enroulent autour de 3%, les taux longs. Ouais. Alors que les taux courts, aujourd'hui, ils sont à 2,25, ils vont aller à 1,50. Mais on est quand même si on est dans une repentification, pour employer l'expression des taux courts adaptés, plus bas que les taux longs. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Exactement. Donc on est dans une repentification des courbes des taux d'intérêt. Est-ce que les crédits immobiliers c'est reparti? Enfin, on voit bien que l'immobilier est un peu reparti. Ou vous ne le sentez pas? Si. On a un peu plus de demandes. Mais sans encore plus, une fois, dans une fourchette, en fonction des durées, qui est entre 2,50 et 3,5. Mais 3% pour un taux à 20 à 25 ans, ça reste un taux tout à fait attractif. Hein. Ouais. Ça reste un taux très positif. En revanche, pour répondre à votre question, la baisse des taux, oui, on la voit de façon très positive sur nos métiers spécialisés, le crédit à la consommation. Là, juste le crédit immobilier, et sur les activités d'Arval et de location. Oui, juste sur les crédits immobiliers, parce que l'immobilier, c'est un point quand même très important. Vous êtes plus combien sur le premier trimestre? Vous pouvez nous le... Oui, on doit être à une quinzaine de % de mieux, mais par rapport à des niveaux qui étaient très, très, très bas l'année dernière. Ouais, donc la production, elle est repartie. Oui, la production est repartie, mais on n'est pas... au niveau qu'on a connu dans là où les taux étaient à 1%. Hein, mais des taux à 25 ans à 1%, on ne va pas les retrouver tout de suite. Ouais. Crédit à la consommation, justement. Alors, crédit à la consommation, là, ça profite de la baisse des taux. Hein, puisque là, encore une fois, ça donne même un potentiel de distribution de crédit plus important, parce que quand les taux sont à 4-5%, c'est plus difficile pour certains ménages de pouvoir s'endetter à la consommation. Donc là, il y a un potentiel intéressant pour le crédit à la consommation. Et il y en a un aussi pour Arval. Vous parliez d'Arval. Mais là, tout à l'heure, Arval va très bien. Conso, pardon, même si je vous dis, ça n'est pas de chiffre, mais j'aime bien quand même en avoir. Plus combien, enfin, plus ou moins combien sur le crédit à la conso? Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat quand même. Non, là, on est en évolution positive de notre production et de nos encours. Hein. Les encours progressent, les revenus progressent de 2% sur ce début d'année pour le crédit à la consommation. Et cette croissance des revenus va s'amplifier avec la baisse des taux courts. Puisque ça rend, encore une fois, le potentiel de distribution plus important sur des franges de clients plus importantes. Alors, vous aviez réalisé, surtout ces dernières années, vous avez constitué ce pôle Arval sur lequel vous comptiez beaucoup, mais maintenant, donc, de flotte de véhicules, flotte d'entreprises. Mais on voit que c'est pénalisé, notamment par le problème du prix de la voiture d'occasion. Donc, Arval, c'est un métier très rentable qui se développe en croissance organique. Or, le prix des véhicules d'occasion à hauteur de 12% de croissance. Donc, c'est un très gros développement avec une flotte qui croît de 5% sur ce premier trimestre. Parce que c'était une diversification importante. Bien sûr, mais qui est ancienne. Hein, Oui. En revanche, sur Arval, dans un état normal du prix des véhicules d'occasion, les revenus liés aux ventes de véhicules d'occasion, après leur phase de location, c'est en gros 200 millions par an, en moyenne. Et puis, on a connu 3 années exceptionnelles, qui sont les années post-Covid, 22, 23, 24, où au lieu d'avoir 200 millions par an, 600 millions sur 3 ans, on a eu 2 milliards, Edwige, de revenus supplémentaires
en 22, en 23 et en 24, liées à la bulle du prix des véhicules d'occasion. Évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et après ces 3 ans, en 25, on retrouve une voie plus normale du prix du chiffre d'affaires, du PNB, de ces véhicules d'occasion, ce qui sera le cas en 2025. Donc ça crée une base défavorable entre 24 et 25, et en 26, on aura retrouvé une grande normalité avec des revenus des véhicules d'occasion chez Arval qui vont s'enrouler autour de 150 millions par an, mais qui ne seront plus à 600 ou 700 millions comme ça l'a été en 23 ou en 24. On voit bien qu'il y a le problème d'électrification des flottes. Ouais. C'est un point important, et notamment des véhicules, de la revente, parce que pour l'instant, le marché n'existe quasiment pas de la revente de véhicules électriques d'occasion. Comment est-ce que vous faites la jonction? Parce que ça arrivera. Et pour l'instant, ça n'arrive pas. Alors, aujourd'hui, la revente de véhicules d'occasion thermiques se passe dans de très bonnes conditions. Oui. Voilà. Ça, on imagine. Et c'est vrai que sur le véhicule électrique, mais il y en a relativement peu qui arrivent à la revente. C'est plus difficile en termes de prix. Mais l'un est bien supérieur à l'autre. Donc les revenus générés par les ventes de véhicules d'occasion sur Arval, encore sur ce premier trimestre, sont très positives. Et elles vont le rester. Derrière, qu'est-ce que l'on fait pour gérer ce prix de revente sur les véhicules d'occasion électriques? Eh bien, on a revu les prix de location pour avoir des valeurs résiduelles, tout ça est un peu technique, qui soient à peu près proches du prix de la vente du véhicule d'occasion. Donc ça a été fait dès l'année dernière. Donc les prix de la location ont été remontés pour avoir des valeurs résiduelles qui soient plus basses et donc éviter d'avoir cet impact quand vous arrivez en fin de contrat et la revente du véhicule. Avant de parler de cette opération très structurante pour vous d'AXA, de l'achat de AXA IM, donc c'est confirmé, ça sera pour juillet, on va y revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres diversifications ? Parce qu'on voit bien que votre métier, il évolue très très vite et les comportements des entreprises comme des particuliers évoluent très rapidement. Est-ce que vous avez déjà identifié de nouveaux métiers pour vous ? Alors, on est très fort sur la mobilité, hein. On est très fort aussi sur les paiements, hein, puisque sur les paiements, on a beaucoup investi, que ce soit pour la souveraineté européenne avec le développement de Wero, qui est une réalité aujourd'hui quand même sur 40 millions d'Européens, en 9 mois, hein, donc c'est une très bonne accélération sur les paiements immédiats. Des paiements, exactement, paiements instantanés, avec un wallet demain qui sera un concurrent de la carte, mais qui peut faire la compétition avec les grands schémas américains tels qu'on les connaît. On a beaucoup investi la mobilité, je vous l'ai dit, l'épargne financière, et ça c'est le grand domaine de ce plan, hein, 2025-2026, avec les investissements d'AXA IM, mais aussi dans l'assurance, puisque nous avons signé des partenariats en Italie, avec l'équivalent du Crédit Mutuel italien avec Cardif, que nous avons racheté le fonds général de Neuflize en France en assurance et signé un partenariat de distribution avec la banque Neuflize en France pour toutes nos solutions d'assurance vie chez Cardif, et que nous avons également signé l'acquisition du métier de banque privée d'HSBC en Allemagne, pour devenir le 3e ou 4e acteur de la banque privée en Allemagne. Et bien sûr, vous l'avez cité, cette acquisition d'AXA Investment Manager. Oui, alors ça, donc, c'est... le closing sera... Cet été. C'était début juillet même, non ? Juillet. Oui, d'accord. J'ai lu, alors c'est compliqué de faire un peu de pédagogie autour de ça, mais qu'il y a une espèce de bras de fer avec la Banque Centrale Européenne sur la qualification des fonds qui servent à... Du capital. Des fonds du capital, voilà. Du capital à mettre face à cette acquisition. Exactement, que vous devez mettre sur la table pour acheter AXA IM. C'est quand même 5 milliards, hein, donc c'est quand même... 5 milliards 100. 5 milliards 100, j'ai oublié les 100, vous me direz, bon, mais c'est quand même important. C'est quand même 100 et donc, une question de qualification, et où est-ce qu'on le met ? Est-ce que c'est dans les fonds assurance ? Est-ce qu'on le met dans d'autres fonds ? Et derrière, ça a un impact, évidemment, sur le coût du capital et votre ratio de capital. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que ça peut bloquer, ça ne va pas bloquer l'opération quand même ? D'ailleurs, on a clarifié les choses dans un communiqué de presse il y a quelques jours. Les choses sont assez simples. C'est notre assureur qui achète AXA IM. Notre assureur, c'est Cardif. Oui. Donc, c'est une compagnie d'assurance qui achète en fait deux choses. Qui achète un contrat avec AXA, un contrat de très long terme, et qui achète de l'autre côté une société de gestion d'actifs, qui est AXA IM. Donc, nous saurons au closing quel est l'impact précis en capital. On a, dans notre communication de résultats, indiqué une fourchette entre 25 bips, qui est 25 points de base, 0,25%, qui serait l'intensité la plus faible, celle qui s'assimile au fameux compromis danois qui permet, pour des acquisitions dans une compagnie d'assurance, d'avoir cette mobilisation de capital optimale. Et puis,
une autre option qui ne serait pas dans le compromis danois, mais qui nous amène à 35 bips. Vous voyez, c'est 0,10% de plus. Oui, ça, bien sûr, ça a un petit impact. Oui. Mais franchement, ce n'est pas du tout gênant ni problématique par rapport à l'acquisition dont on parle, qui nous permet de créer le premier gestionnaire d'épargne long terme en Europe. Donc ça, c'est assez considérable. C'est 1500 milliards d'actifs sous gestion dès que nous aurons réalisé cette opération. Et ça sera sous quelle bannière? Cardiff? C'est Cardiff. Et derrière, alors après les marques, parce que BNP Paribas, c'est quand même plus... Enfin, c'est plus vous fort. avez Cardiff, vous avez AXA IM, qui est une marque aujourd'hui. Qui va rester? BNP Paribas Asset Management, dans un premier temps, oui. Mais il faut que le plan d'intégration se fasse. Et ça sera clarifié à l'issue du closing. Ouais, et donc là, les équipes, comment ça va s'organiser? Ils vont s'intégrer, elles travaillent déjà ensemble, elles discutent ensemble de ce que seront le plan d'intégration de cette acquisition à l'issue du closing. Il faut d'abord closer. Et nous saurons début juillet quel est l'impact en capital, mais je vous dis, entre 25 bips et 35 bips, c'est assez marginal. D'accord, ok. Donc les négociations continuent en fait avec la BCE. C'est nous qui décidons de la lecture. Oui, c'est nous qui en décidons. C'est eux qui décident. Après, il y aura une autorisation qui sera donnée. Exactement. Et ça peut être 25 bips, ça peut être 35 bips. Donc vous voyez, ça reste tout à fait absorbable. Une question que je n'ai pas posée, c'est vous parliez des Wero, des paiements instantanés, en disant qu'effectivement, bientôt, déjà, notre téléphone va remplacer les cartes bancaires. Est-ce que les DAB, il vous en reste combien aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que c'est en train de disparaître, ce qui est parfois un problème quand on veut retirer du cash. Il en reste combien et quelle est un petit peu votre ligne Notre ligne à venir? est très simple. C'est un projet qui est connu, qui a été lancé il y a 3 ans, qui sera complètement déployé l'année prochaine, en 2026, puisque nous avons décidé, avec la Société Générale, le Crédit Mutuel et le CIC, de mettre en commun tous nos GAB, avec une nouvelle marque, qui sera un nouvel établissement de paiement, qui s'appelle Cash Service, qui existe aujourd'hui, qui a déjà 500 machines à disposition, dont certaines dans nos agences, dans celle de la Société Générale et dans celle du Crédit Mutuel et du CIC. Ça a un énorme avantage, ça garantit, en mutualisant les coûts, l'accès aux espèces au plus profond, et là où les clients en ont besoin, plutôt que d'éviter d'avoir chacun une démarche propre à chacun des établissements. Et pour nous, qui sommes les plus petits, le nombre de points de service restera le même. Il reste inchangé. Mais par exemple, il y a des suppressions de DAB, on voit bien. Quand vous êtes place de l'Opéra, vous savez qu'aujourd'hui, un DAB est utilisé à 20% de sa capacité. Donc c'est un véritable gâchis industriel. Donc quand les mutualisant... Parfois c'est d'accord, mais quand vous êtes dans un village au fin fond de l'Hexagone, là c'est plus compliqué. Et cela va rester. C'est la garantie, cette association de ces 3 banques, dans le cadre de ce projet industriel de mutualisation de leur filière espèces, de garantir la proximité du GAB, y compris dans les villages les plus reculés. C'est une garantie, je le dis ici, et ça sera le cas. Vous pourrez vous mettre avec la Poste aussi, non? Au début, ils étaient dans le projet, et puis ils nous ont abandonnés en cours. Bon, peut-être que le nouveau président, nouvelle présidente va peut-être changer de point. Donc, en résumé... Pour conclure, Thierry Laborde, 2025, une année où il y a des opportunités d'investissement qui vont vous porter. Exactement. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir et surtout, le grand message, c'est pour nos clients, en particulier les clients exportateurs. BNP Paribas sera à leur côté pour les soutenir. Voilà, c'était la page de pub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez raison quand on vous tend un micro. Merci Thierry Laborde d'avoir été avec nous. Donc, directeur général délégué, vous l'avez compris, de BNP Paribas. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.